Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Marc David de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne et je suis en charge des questions relatives à la franchise et au commerce organisé. Je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire qui s'intitule Faire le point sur les différents contrats, franchises, licences de marque, etc. Comme nous sommes en mode webinaire, tous les participants sont à distance, vos micros et caméras sont coupés. Vous avez la possibilité d'utiliser le chat pour nous poser vos questions et nous y répondrons donc au fil de l'eau. Nous avons fait cette semaine tout un certain nombre de webinaires qui est conséquence de l'annulation de la 12e édition du Forum Franchise pour raisons sanitaires. Et aujourd'hui, nous allons traiter donc de ce thème sur le volet contrat qui est toujours dans la franchise quelque chose qui interpelle côté franchisé et côté franchiseur. Pour animer ce webinaire, je suis ravi d'accueillir tout d'abord Sylvain Bartholomeu du cabinet Franchise Management. Bonjour Sylvain. Bonjour Marc, bonjour à tous. Ainsi que maître François-Luc Simon, qui se présentera tout à l'heure. Bonjour Bonjour François-Luc. Bonjour Marc. Nous allons passer environ 45 minutes ensemble pour échanger sur le sujet du jour. Il y a pour l'instant 31 personnes. On va attendre quelques minutes avant de rentrer dans le vif du sujet pour attendre les retardataires. Le support que vous voyez vous sera adressé par mail si vous le souhaitez. Le webinaire est enregistré, il sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de la CCI d'ici fin de semaine, ainsi que sur le site du forum franchise lyon-franchise.com. Et pour rappeler donc et pour faciliter l'échange, je serai le relais de vos questions que vous pouvez poser directement via le chat et nous y répondrons au fil de l'eau. Voilà, on attend encore quelques secondes et bien ma foi, Sylvain ou François-Luc, je sais pas, qui prend la main dès le départ. Je vous laisse la parole, vous pouvez démarrer, c'est à vous. Ok, bonjour à tous, merci de votre présence. On va passer un petit peu de temps donc, sur les différentes formes de contrats et les différentes formes de réseaux, en abordant sous plusieurs angles. Déjà un angle qui dépend de la situation dans laquelle vous vous situez actuellement, parce que dans le public, on va avoir des personnes qui réfléchissent à devenir franchisées ou à rejoindre un réseau, et aussi des personnes qui réfléchissent à créer un réseau. Donc, on va essayer de traiter sous ces deux angles-là la notion de contrat, en abordant les différentes formes et aussi en regardant les conséquences stratégiques et managériales qu'un contrat va avoir sur la vie d'un réseau, et également les questions que je dois me poser face à un contrat d'adhésion. Donc, si je suis en train de rédiger un contrat ou de réfléchir à un contrat d'adhésion pour me développer sous une forme de franchise ou une forme variée, ou si je suis face à un contrat pour rejoindre un réseau. Donc, on essaiera autant de faire se peut de répondre à ces deux typologies de questions pour que tous les participants puissent avoir les réponses nécessaires. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez en tête au fil de l'eau. On va commencer par se présenter et François-Luc, je vais te laisser te présenter en quelques mots. Merci Sylvain. Je m'appelle François-Luc Simon, je dirige un cabinet éponyme, Simon Associés, qui comporte 75 avocats. Parmi ces avocats, une douzaine d'entre eux sont spécialisés dans le domaine de la distribution plus particulièrement, qui est le domaine qui nous réunit aujourd'hui et qui, moi, personnellement, me passionne depuis 15 ans. J'interviens essentiellement pour les têtes de réseau, essentiellement pour les franchiseurs, mais on le verra aussi tout à l'heure qu'il y a d'autres formes de contrats que le contrat de franchise. C'est d'ailleurs l'un des aspects forts de notre réunion de ce matin et j'aurai plaisir à vous en parler et à répondre à vos questions. J'espère que vous en aurez. Merci François-Luc. Donc, me concernant, je dirige un cabinet qui s'appelle Franchise Management, qui est spécialisé dans la création et le développement de réseaux, qui existe depuis plus de 30 ans et qui a accompagné presque 400 enseignes de toute taille et tout secteur d'activité, ce qui fait 80 000 indépendants à travers le monde. Donc, ça nous permet d'avoir une vision assez large de
des formes de contrat et des formes de franchise. À titre d'exemple, et puis pour poser le débat, voici quelques enseignes pour lesquelles on a travaillé. Alors, j'ai la spécificité de travailler plutôt pour les têtes de réseau, donc pour les dirigeants de réseau, ce qu'on va appeler les franchiseurs au sens générique. Mais on voit par ce filtre-là aussi comment vivent et comment se comportent les réseaux. Et donc, quelle va être en fait l'incidence d'une forme de contrat et d'une forme de réseau sur la vie du réseau globalement. Ce qui est intéressant en fait sur ce recueil d'enseignes que vous voyez ici, qui sont de toute taille, certaines plus connues que d'autres parce qu'elles sont sur le retail ou sur le B2C, donc dans des secteurs d'activité plus visibles, c'est que vous avez à peu près 30% de ces enseignes-là qui sont en franchise pure. Vous en avez à peu près 20% qui sont sous forme variée de concessions, d'affiliations, de licences de marque, etc. Vous avez un peu moins de 20% en fait des enseignes qu'on vient de voir qui sont sous une autre forme de réseau organisé qu'on va appeler les coopératives ou les groupements. Et puis, vous avez encore 20% de réseaux qui sont 100% intégrés, donc qui ne recourent pas à des entrepreneurs indépendants pour se développer et qui vont se développer exclusivement en propre. Et ça, c'est vraiment une première dimension qui est importante et que vous devez comprendre avant de rentrer sur les formes de contrat, c'est qu'il y a 3 grandes philosophies de réseau à prendre en considération. Quand on veut se développer en franchise ou en réseau, quand on veut développer, mettre en place une stratégie de distribution physique, ou quand on veut rejoindre un réseau, il y a 3 grandes philosophies de réseau qui organisent la vie des réseaux. Première philosophie, qui est un peu historique, c'est les intégrés, grands succursalistes, qui se développent exclusivement en propre. Cette philosophie de réseau, en fait, elle est de moins en moins présente. On voit de plus en plus de réseaux dits mixtes. Et on voit aujourd'hui que les grands succursalistes ont tendance à construire un relais via la franchise ou via d'autres variantes pour se développer, pour donner de la souplesse à leur modèle. Un des exemples en date, un gros succursaliste qui s'appelle Boulanger, que tout le monde connaît, développe en fait un format de franchise pour pouvoir avoir un relais et se développer. Mais ça existe encore. On voit encore régulièrement des réseaux de succursales de 60, 100, 150 points de vente qui sont établis et développés exclusivement en propre et en intégré. Donc là, on est sur une relation hiérarchique avec des directeurs de magasins, des directeurs d'exploitation, point barre. Ensuite, on a des réseaux qui sont structurés en indépendants, mais que j'appelle verticaux. Verticaux, pourquoi? Parce qu'en fait, on a un créateur de concept, un détenteur d'une enseigne, un créateur de produits ou de services qui va mettre à disposition à des tiers qui vont devenir entrepreneurs et qui vont commercialiser ce produit, ces services, ce savoir-faire pour leur entreprise en tant qu'indépendant, mais aussi sous l'égide de ce qu'on va appeler un franchiseur ou un concédant. Donc ça, c'est un mode vertical, top, down. Et après, vous avez un autre format de réseau, les coopératives ou les groupements, où là, on est sur un mécanisme, un adhérent, une voix, où on a une relation plus horizontale, où quelque part, on peut avoir des regroupements d'indépendants qui vont se regrouper sous une enseigne commune et qui sont déjà existants, ou des coopératives, en fait, qui vont s'organiser sous ce format-là, un format un peu plus démocratique, on va le dire comme ça, ou un format où le mode de discussion, la philosophie de la relation n'est pas la même. Un exemple que vous pouvez connaître parce qu'il est visible sur le marché, c'est le réseau Biocop, où lorsque vous rejoignez le réseau Biocop, vous êtes sociétaire et vous rentrez en fait dans un système de fonctionnement qui est de type coopératif. C'est important parce qu'en fait, le mode de dialogue n'est pas le même, la manière de fonctionner n'est pas la même, et les rôles et les obligations ne sont pas les mêmes. Ça, c'est un premier point important. Deuxième point important à prendre en compte, c'est que lorsqu'on veut développer un réseau ou lorsqu'on va rejoindre un réseau, la difficulté qu'on va avoir, c'est de se projeter pour comprendre l'environnement qu'on souhaite construire ou qu'on va rejoindre. Vous êtes salarié, vous souhaitez rejoindre un réseau, devenir franchisé, vous n'êtes pas encore entrepreneur. Donc, lire un contrat d'adhésion alors que vous n'êtes pas encore entrepreneur, vous n'avez pas tous les tenants et tous les aboutissants. Et c'est un élément, moi je vois régulièrement, c'est qu'en fait, des franchisés qui ont rejoint un réseau, qui ont lu leur contrat, qui ont lu leur DIP, mais qui, comme ils n'étaient pas dans les dispositions de l'entrepreneuriat, qui n'étaient pas déjà dans ce contexte-là, ne l'ont pas lu correctement ou avec les bons tenants et les bons aboutissants.
Et ça, c'est un point qui est vraiment important. Si vous souhaitez rejoindre un réseau, ne squeezez pas l'étape de vous faire accompagner par un tiers de type avocat qui va le lire en ayant conscience en fait du contexte dans lequel vous allez entrer. Il y a un élément important, c'est que quand on est salarié ou quand on est créateur de réseau, mais qu'on n'a pas encore de réseau en place, on ne comprend pas encore le monde dans lequel on va vivre. Donc, c'est plus compliqué de lire un contrat sans comprendre le contexte dans lequel ce contrat va s'exercer. Donc, ce qu'on va faire aussi comme exercice, c'est de vous faire comprendre dans quel contexte vous allez vous projeter et vous faire un point sur les différentes formes de contrats qui existent. Je te laisse la main, François-Luc. Merci Sylvain. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre sur le slide comportant le fameux tableau dont je vais vous parler dans quelques secondes. On a grosso modo 20 minutes d'après ce qu'on s'est dit donc j'ai lancé mon chronomètre pour que je puisse vous présenter sans que ce soit trop rébarbatif, même si c'est juridique, mais en étant, c'est ce que je vais essayer de faire, en étant clair et précis en même temps sur les différences. Vous verrez d'ailleurs que je me suis fait des petits marqueurs, ce sont les petites astérix qui vont nous permettre de ponctuer la réflexion. Avant de rentrer dans le détail de ce tableau qui présente les principaux contrats de distribution, j'aimerais attirer votre attention sur 5 remarques que je considère comme étant majeures. La première remarque, c'est que ce tableau va vous présenter les principaux contrats de distribution. D'ailleurs, les principaux, ça veut dire qu'ils ne sont pas tous là, mais enfin, on va dire que les principaux, les plus importants, les plus courants dans la pratique sont quand même évoqués, mais il en reste d'autres. Deuxièmement, on n'évoquera pas le droit commun des contrats, ni les règles de formation du contrat, du type il faut être de bonne foi dans la période précontractuelle, il faut être de bonne foi pendant l'exécution du contrat. On n'évoquera pas non plus tout ce qui est technique contractuelle, c'est un peu dommage, mais en 20 minutes, on peut pas tout traiter. La technique contractuelle, c'est l'art d'écrire un contrat, et j'aime à dire que le diable est dans le détail. Donc là, on sera pas dans le détail des choses, on sera plus dans, je dirais, les grands principes qui permettent de caractériser un contrat et de faire une distinction entre un type de contrat et un autre type de contrat. Donc ça, c'était ma première remarque préalable. Ma deuxième remarque préalable, c'est qu'il n'y a pas de contrat qui est mieux qu'un autre. Il n'y a pas de hiérarchie, en fait, dans cette liste. C'est pas parce que j'ai mis la franchise tout en haut que c'est toujours mieux de faire le contrat de franchise. Le contrat de franchise a beaucoup de vertus, évidemment, mais ça n'est pas le seul contrat. J'aime à dire que finalement, sur une situation donnée, il y a un type de contrat qui normalement convient le mieux. Mais il n'y a pas de hiérarchie d'un contrat à l'autre. La troisième règle, la troisième remarque, qui est plus une règle d'ailleurs, c'est la différence entre, et ça c'est important pour les non-juristes parce que je sais que les non-juristes n'y comprennent jamais rien. Donc on va crever l'abcès, c'est la différence entre les contrats nommés et les contrats innommés. Les contrats nommés, ce sont les contrats pour lesquels le législateur, j'ai bien dit le législateur, celui qui fait les lois, a donné un nom. C'est le contrat de vente, c'est le contrat de mandat, c'est la gérance mandat, c'est l'agent commercial. Ce sont des textes, c'est ma colonne de droite, qui font l'objet ce sont des contrats qui font l'objet d'un texte spécifique et même de plusieurs textes spécifiques qui ont une double fonction. Premièrement, de définir le contrat considéré. Par exemple, le mandat est défini à l'article 1984 du Code civil. Et puis aussi d'associer à cette définition un régime juridique, c'est-à-dire un ensemble de règles qui trouvent à s'appliquer avec une sous-distinction dans ces règles qui s'appliquent, des règles qui sont dites d'ordre public, c'est-à-dire qui vont s'appliquer systématiquement, quelle que soit la manière dont le contrat est rédigé, y compris même dans l'hypothèse où les parties auraient fait le choix d'écrire le contraire de ce que dit la loi, précisément parce que cette loi est d'ordre public, elle s'impose à tous. Par exemple, dans l'agence commerciale, il y a un certain nombre de textes dans les 134-1 et suivants du Code de commerce, pas tous d'ailleurs, il y en a qui sont d'ordre public, qui s'imposent aux parties,
par exemple, le droit à commission de l'agent, que certains d'entre vous connaissez forcément, et puis d'autres qui sont dites supplétives de volonté, ce qui ne sont pas d'ordre public, c'est-à-dire qu'elles s'appliquent si les parties n'ont rien prévu, mais on les écarte si les parties ont décidé de les écarter. Donc ça, c'est la différence très importante entre les contrats nommés et les contrats innommés. Alors, les contrats nommés, je vous ai fait la liste, c'est pas compliqué, ce sont ceux pour lesquels on a des textes. Dans ma colonne de droite, le contrat de franchise, prenons celui-là par exemple, n'est pas un contrat innommé, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une définition, puisque la jurisprudence donne une définition du contrat de franchise, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un régime juridique. Il y a là encore de la jurisprudence qui répond à pléthore de questions concernant le contrat de franchise, donc on connaît les réponses, mais le législateur ne s'est pas intéressé de près à ce contrat, ne lui a pas donné de définition légale, ça c'est sûr, et ne lui a pas non plus donné de régime juridique. Voilà la grande différence, c'est important. La règle numéro 4, c'est que le juge doit requalifier le contrat, c'est-à-dire restituer au contrat son exacte qualification. Si vous appelez à tort un contrat de franchise qui en réalité serait un contrat d'agent commercial, le juge a le devoir, article 12 alinéa 2 du Code de procédure civile pour les puristes, de restituer à l'acte son exacte qualification, ce qui est plutôt rassurant pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas juristes. Le juge vous protégera et c'est bien normal. La règle numéro 5, qui est celle finalement qui donne tout l'intérêt à ce webinaire d'aujourd'hui, c'est que quelles sont finalement les conséquences de la requalification? L'intérêt de ce matin, c'est d'abord de voir, de sortir de ce webinaire un peu moins ignorant pour les non-juristes, un peu moins ignorant pour faire la distinction entre les différents contrats. Mais l'autre intérêt, c'est quand même de savoir aussi que lorsqu'un contrat est mal qualifié en pratique, il y a des conséquences et des conséquences qui sont fâcheuses. Parce que s'il n'y avait pas de conséquences, finalement, je ne pense pas qu'on aurait fait ce webinaire. Donc, la première conséquence quand un contrat est mal qualifié et donc que le juge est en situation de pouvoir rectifier et de rendre à l'acte son exacte qualification, la première conséquence possible, c'est la nullité du contrat. Je pense notamment à l'hypothèse où le contractant pensait signer un contrat, prenons par exemple un contrat d'agent commercial qui confère, c'est vrai, à l'agent commercial un certain nombre d'avantages, du fait justement des règles d'ordre public qu'on trouve aux articles 134-1 et suivants du Code de commerce, et puis il s'avère que ce contrat, en réalité, quoique le titre soit agent commercial, ne soit pas en réalité un contrat d'agent commercial. Donc, le partenaire dans cette hypothèse est la victime d'une erreur sur la nature du contrat. Il croit avoir signé un contrat d'une certaine nature, mais en réalité, il n'a pas signé ce contrat et le régime juridique dont il pensait pouvoir bénéficier, il n'en bénéficiera pas. Ce sont des hypothèses qui sont rares, mais qui potentiellement peuvent exister. J'ai d'ailleurs moi-même quelques sujets, quelques contentieux en cours sur le sujet. Deuxième conséquence possible, qui est plus fréquente que la première, plus fréquente que la nullité, c'est la requalification pure et simple. C'est le réseau de franchise, je ne citerai pas de nom, qui, par exemple, repose sur un contrat de franchise, mais qui, en réalité, s'avère être un contrat de gérant de succursale ou qui s'avère être un contrat de travail. Et là, le contrat ne va pas être nul, à la différence du cas d'avant. Il va être requalifié, c'est-à-dire que le juge va appliquer à ce contrat, dans mon exemple, contrat de franchise, le régime juridique propre à la bonne qualification, dans mon exemple, gérant de succursale ou contrat de travail, avec des conséquences qui parfois sont même pires que la nullité, puisque quand on est requalifié en contrat de travail, on va bénéficier évidemment des dispositions du Code du travail, ce qui est assez inattendu pour celui qui pensait être un franchisé ou celui qui pensait être un franchiseur. Donc voilà les enjeux dont on parle donc de choses qui sont sérieuses en termes à la fois de prévisibilité juridique, vous l'avez compris, mais même d'organisation, puisque il faut bien faire la distinction entre les deux. Alors je vais maintenant passer au tableau proprement dit. Je vais évoluer dans ce tableau de manière horizontale, contrat par contrat, en passant en revue les différentes colonnes
qui les caractérise et en formulant un certain nombre d'observations sur le temps qui nous reste. Alors, le contrat de franchise, c'est par excellence le contrat qui incarne la transmission par la tête de réseau, le franchiseur, d'un savoir-faire. Au sens du règlement d'exemption, je ne rentre pas dans le détail. S'il y a des questions, vous me les poserez, j'y répondrai. Mais c'est ce qui va le différencier de l'écrasante majorité des autres contrats, c'est la transmission d'un savoir-faire qui consiste à procurer un certain nombre de méthodes secrètes, substantielles, identifiées, qui vont donner à celui qui en bénéficie, le franchisé, un avantage concurrentiel. Et le savoir-faire, si on peut le rencontrer dans d'autres modes de contrat, commission affiliation, affiliation, concession exclusive, licence de savoir-faire, dans les trois premiers où j'ai mis oui et non, ça n'est pas systématique. Dans le contrat de franchise, c'est oui. C'est-à-dire qu'un contrat qui ne comprendrait pas de savoir-faire n'est pas un contrat de franchise. Donc, c'est un élément tout à fait caractéristique du contrat de franchise. Ensuite, nous avons dans le contrat de franchise une assistance dont bénéficie le franchisé, mais qu'on retrouve dans un certain nombre d'autres contrats, des signes distinctifs, c'est-à-dire une marque, une enseigne, et puis une obligation d'achat qui n'est pas caractéristique du contrat de franchise. J'ai mis donc oui et non, oui ou non, même si en pratique, statistiquement, il y a très souvent une obligation d'achat. J'attire enfin votre attention sur le fait que le contrat de franchise ne fait pas l'objet de textes spécifiques, contrairement à une idée répandue, qui est une idée totalement inexacte. L'article L330-3 du Code de commerce et dans son prolongement, l'article R330-1 relatif à l'obligation d'information précontractuelle, à ce fameux document d'information précontractuelle, le DIP, concerne tous les contrats qui consistent à transférer des signes distinctifs et à faire peser sur le distributeur une obligation d'exclusivité ou de quasi-exclusivité. Autant vous dire que cette règle d'information précontractuelle, contrairement à cette idée répandue, concerne certes la franchise, mais pas que, va concerner le contrat de commission affiliation, parce que là, il y a toujours, comme on va le voir, une obligation d'achat, et tous ceux qui comportent une exclusivité ou quasi-exclusivité qui correspond le plus souvent à cette obligation d'achat qu'on trouve notamment dans le contrat d'affiliation, concession exclusive ou de partenariat ou même de gérance mandat. Ensuite, la commission affiliation. C'est un sous-ensemble de contrats de franchise. Beaucoup d'auteurs considèrent que le contrat de commission affiliation, dans sa définition même, comporte du savoir-faire, raison pour laquelle j'ai écrit oui. D'autres considèrent qu'il peut y avoir de la commission affiliation sans savoir-faire, raison pour laquelle j'ai écrit non. Dans la commission affiliation, on retrouve à l'identique de la franchise, d'ailleurs, assistance et signes distinctifs. En revanche, il y a toujours une obligation d'achat dans la commission affiliation, puisque le commissionnaire, c'est-à-dire l'équivalent du franchisé, a l'obligation de vendre en son nom, mais pour le compte de la tête de réseau, le commettant, les biens qui sont le plus souvent d'ailleurs des biens issus, qui sont des produits textiles, puisque c'est une pratique qui s'est développée essentiellement dans le textile, mais pas que. Le texte spécifique, il n'y en a pas, ce n'est pas la peine de chercher. Et le DIP, là encore, pourra s'appliquer dans ce contrat de commission affiliation, puisque là, il y a une obligation d'achat. Contrat d'affiliation, oui ou non, avec ou sans savoir-faire. Le plus souvent, il n'y a pas de savoir-faire dans l'affiliation, mais on peut imaginer un contrat d'affiliation, ce n'est pas interdit, qui comporterait du savoir-faire. Il y a toujours de l'assistance, il y a toujours des signes distinctifs et il y a parfois une obligation d'achat. La seule différence entre le contrat d'affiliation et le contrat de franchise, dans l'hypothèse où il y aurait du savoir-faire dans les deux, parce que s'il y a du savoir-faire dans les deux, vous avez dû remarquer que finalement, ce serait quasiment le même contrat, puisque j'aurais oui dans la première colonne et j'aurais rempli les trois colonnes suivantes de la même manière. La différence, c'est que dans le contrat de franchise, le savoir-faire est une obligation essentielle de premier rang. On est aux premières loges des obligations qui pèsent sur le franchiseur.
et qui pèse corrélativement d'ailleurs sur le franchisé qui doit respecter ce savoir-faire, c'est dans les deux sens, alors que dans le contrat d'affiliation et de manière plus générale, comme on va le voir dans le contrat de concession exclusive où j'ai écrit oui, on peut imaginer une forme de savoir-faire, mais qui, à la différence du contrat de franchise où cette obligation de transmission du savoir-faire est tout à fait essentielle, peut avoir un rôle de deuxième, de troisième ou de quatrième rang. Ce n'est pas une obligation majeure, ce n'est pas une obligation en considération de laquelle les parties ont vraiment signé le contrat. Je trouve qu'il y a du savoir-faire qui a un rôle presque accessoire, mais qui existe et qui me font vous écrire oui, même si ça n'est pas caractéristique de ce contrat. Voilà ce qu'on peut dire sur le oui de ce contrat d'affiliation. Le reste, assistance, signe distinctif, achat, je l'ai commenté. Je passe au contrat de partenariat. Le contrat de partenariat, normalement, ne comporte pas de savoir-faire. Le reste de ces caractéristiques sont à la différence, sont identiques, pardon, à celui d'un contrat de franchise. Oui, il y a de l'assistance. Oui, il y a des signes distinctifs. Et oui ou non, il y a de l'achat. J'ai beaucoup recouru au contrat de partenariat lorsque j'ai rencontré des réseaux qui soit étaient au balbutiement de leur histoire, c'est le réseau qui existe depuis peu de temps et qui se lance et qui ne peut pas justifier d'un savoir-faire. Ce sont par exemple ces entreprises de cigarettes électroniques qui ont vu le jour il y a presque 10 ans et qui, il y a 10 ans, n'avaient aucun savoir-faire. Ils achetaient péniblement des cigarettes électroniques et des liquides en Chine. Ils les vendaient péniblement en France. Ils n'avaient aucun savoir-faire, beaucoup de bonne volonté, mais aucun savoir-faire. Et à l'époque, je leur ai dit, ben, messieurs, vous n'allez surtout pas faire un contrat de franchise puisque vous n'avez pas de savoir-faire. On a donc fait beaucoup de contrats de partenariat comme ça. Puis dans d'autres métiers, quand il n'y a pas de savoir-faire, je fais un contrat de partenariat, ce qui ne veut pas dire que dans un deuxième temps, lorsque le fruit est mûr, lorsque le savoir-faire existe, on bascule ce contrat de partenariat en contrat de franchise. L'un des intérêts aujourd'hui de basculer en franchise, j'y reviendrai peut-être dans le cadre des questions qui me seront posées, c'est de faire bénéficier la tête de réseau, donc le franchiseur, des dispositions de la loi Macron ou de son dérivé lorsqu'on n'est pas dans le commerce de détail, c'est-à-dire des clauses de non-concurrence post-contractuelles qui, pour le réseau, sont importantes pour se protéger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut prévoir des clauses de non-concurrence post-contractuelles lorsqu'on justifie d'un savoir-faire. C'est ça la règle, issue de l'article L341-2 du Code de commerce. C'est ça la règle issue aussi de la jurisprudence pour les contrats qui ne rentrent pas dans le champ d'application de ce texte, mais c'est ça la règle aujourd'hui. Donc l'intérêt de faire la franchise, c'est aussi de prévoir des clauses de non-concurrence post-contractuelle qui, comme vous le savez sans doute, sont de nature à protéger la tête de réseau, mais surtout à protéger les autres membres du réseau, à protéger le réseau tout entier. On a… Si oui, je peux me permettre, je t'en prie. Ça veut quand même dire à un moment donné que l'exigence la plus importante ou suprême pour un développement sous enseigne est quand même la franchise. Oui, c'est le contrat le plus abouti, c'est le business le plus abouti, tout simplement parce qu'à la différence des autres, il y a deux différences possibles. Soit il y a du savoir-faire versus un contrat qui n'en comporterait pas, soit le savoir-faire existe dans les deux, mais dans le contrat de franchise, il a une place de premier choix. Simplement, il n'y a qu'un malheur, c'est-à-dire que pour faire un contrat de franchise, il faut avoir du savoir-faire. Si on n'a pas de savoir-faire, d'un point de vue créateur de réseau, d'un point de vue créateur de réseau, ça veut dire la question de savoir si j'ai un vrai savoir-faire. Et d'un point de vue porteur de projet, candidat à la franchise, c'est quand même une dimension, quand je suis face à un contrat de franchise, qui me fait le dire, il y a certainement un savoir-faire où il y a une volonté d'assumer et de mettre à disposition un vrai savoir-faire. Oui, donc dans un cas comme dans l'autre, il faut qu'il y ait du savoir-faire. Le devoir de l'avocat, c'est de vérifier qu'il y a du savoir-faire autant que faire se peut, et en tout cas d'attirer l'attention très vivement du client sur
cet examen de conscience auquel il doit se livrer sans concession. Oui. Parmi les caractéristiques du savoir-faire, issues de la définition juridique qu'en donne le règlement d'exemption 2010, le savoir-faire doit être identifié, ce qui suppose de faire une Bible. Je vois beaucoup de réseaux qui démarrent et qui n'ont pas de Bible, en fait, qui n'ont pas de manuel opératoire. Et c'est dramatique parce que ça rend le juge, accessoirement l'avocat, dans l'impossibilité de pouvoir vérifier que ce savoir-faire est identifié, qui est pourtant l'une des caractéristiques majeures du savoir-faire, dixit le règlement d'exemption, et que les deux autres critères du savoir-faire sont remplis, à savoir des méthodes secrètes qui procurent ce fameux avantage concurrentiel dont on parle en pratique, et qu'elles sont également substantielles, si je rappelle le troisième critère exigé par le règlement d'exemption. Donc le cœur du réacteur dans la franchise, c'est effectivement le savoir-faire, et c'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer. François-Luc, vous suscitez beaucoup de questions. Est-ce que je vous laisse terminer le tableau ou voulez-vous que j'en distribue quelques-unes? Alors, je vais aller très très vite. Ça permettra de lancer le flot des questions. Dans le contrat de mandat, il n'y a pas de savoir-faire, hein. Et là, ça c'est sûr, puisqu'il suffit de lire les articles 1984 du Code civil qui existent depuis plus de 200 ans, puisqu'il n'y a pas eu de retouche, y compris avec la réforme. Il n'y a pas d'assistance. Il n'y a pas de signe distinctif. Bon, j'aurais pu mettre oui ou non, parce que ce n'est pas interdit non plus qu'il y ait des signes distinctifs dans le mandat. J'aurais pu mettre oui ou non, mais enfin, ce n'est pas ce qui caractérise le mandat. Et d'ailleurs, le Code civil n'en dit mot. Et en général, il n'y a pas d'obligation d'achat, puisque le mandataire agit au nom et pour le compte de son mandant. Dans la gérance mandat, là encore, c'est un contrat qui est encore un peu différent, parce que la gérance mandat est un contrat qui reçoit une définition juridique qui est donnée d'ailleurs à l'article 146-1. C'est souvent le premier des textes qui sont cités, qu'on rencontre beaucoup dans l'hôtellerie, donc parfois avec beaucoup de savoir-faire, mais ça n'est pas un élément caractéristique de ce contrat. On peut faire un contrat de gérance mandat sans savoir-faire, même si en pratique, il y en a quand même souvent. Et puis, c'est très variable pour le reste, parce que ce ne sont pas des éléments caractéristiques, que ce soit l'assistance, les signes distinctifs, les achats, ne sont pas des éléments caractéristiques, c'est assez variable. Dans le contrat d'agent commercial, et j'ai quasiment terminé, là, il n'y a pas de savoir-faire. Il y a parfois de l'assistance, mais c'est tout à fait résiduel. Il n'y a généralement pas de signes distinctifs. C'est pas interdit non plus qu'il y en ait, mais là, c'est tellement, enfin, c'est quand même assez rare, mais j'aurais pu mettre oui ou non. Et puis, dans les achats, en général, il n'y en a pas non plus. Pour finir, le contrat d'approvisionnement, où là, évidemment, il n'y a jamais de savoir-faire. Il y a, pour ainsi dire, jamais d'assistance, jamais de signe distinctif, et évidemment des achats, oui, puisque c'est l'objet même du contrat d'approvisionnement qui, comme les contrats du début, c'est pour ça que je les ai grisés, hein, parce que pour moi, c'est des groupes de contrats, les couleurs. C'est un contrat qui est totalement innommé, le contrat d'approvisionnement. Il n'y a aucun texte spécifique à ce contrat-là. Donc, les variables, elles sont là, hein. C'est savoir-faire, assistance, signe distinctif, achat. Ça, c'est les variables qui permettent de savoir si, dans une hypothèse considérée, je suis dans telle ou telle famille de contrats. Et en guideline, j'ai mes textes spécifiques qui vont s'appliquer pour seulement 4 des 12 contrats que j'ai cités ce matin. Ok, merci. Je vous délivre quelques questions, même si je pense qu'au cours de votre présentation, il y a déjà eu des réponses. Stéphanie nous demande, est-ce que pour une licence de marque ou affiliation, on doit nous fournir un DIP? Alors, le DIP, il doit être fourni à partir du moment où les conditions posées à l'article L330-3 du Code de commerce sont remplies. S'il n'y a que de la licence de marque, il n'y a pas matière à fournir un DIP. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas en fournir, mais le texte ne s'applique pas et on n'est pas obligé de remettre un DIP. Il suffit de lire le 330-3. Pourquoi? Parce que le 330-3 va s'appliquer à partir du moment où le distributeur, le licencié de marque dans votre exemple, est débiteur d'une obligation d'exclusivité ou de quasi-exclusivité. Il doit
il doit exécuter une obligation d'exclusivité ou de quasi-exclusivité, à ne pas confondre avec le territoire exclusif, parce que là, il y a le mot exclusivité, mais il faut qu'il soit débiteur. Et comme il est débiteur et qu'il est en quelque sorte en risque ou embrigadé ou emprisonné dans cette obligation, puisque toute obligation est une privation de liberté, eh bien, en contrepartie, on estime, et pourquoi pas, qu'il est nécessaire d'informer son bénéficiaire. Donc, s'il y a vraiment que de la licence de marque, non, il n'y a pas besoin de DIP. Okay. Pierre nous demande si la relecture d'un contrat limite, voire efface le risque de requalification ou de nullité d'un contrat. Bon, c'est une question. Non, ça ne l'efface pas. D'accord. Monica nous interroge pour savoir si vous n'avez pas mis dans votre liste le contrat de location-gérance. Peut-être c'est… Non, Monica a raison. D'ailleurs, je salue Monica si c'est la Monica que je connais. Le contrat de location-gérance porte en réalité sur comment dirais-je, sur l'espace qu'on occupe. C'est ça un contrat de location-gérance. On aurait pu mettre, je peux être propriétaire des murs et du fond, situation 1. Je peux être propriétaire uniquement, pas des murs, mais du fond. Je peux être propriétaire ni des murs ni du fond et être locataire gérant. Et je peux être dans une situation où il n'y a même pas de fonds de commerce, donc je ne suis pas propriétaire des murs, je ne suis pas propriétaire du fond, je ne suis même pas locataire gérant. Et je suis, par exemple, et Monica connaît bien la situation, dans le travel retail, c'est-à-dire que je suis simple occupant sur une zone en concession, en gare, en aéroport, en zone d'auto. Donc ça, ce sont des contrats, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Alors, c'est peut-être de la coquetterie juridique, mais moi, je vous parlais des contrats purement de distribution, les 12 qu'on a vus, et je n'ai pas voulu parler des contrats de location-gérance ou des contrats de concession, alors pas dans le sens concession exclusive, mais dans le sens concession travel retail, c'est-à-dire ce qu'on appelle les AOT, quoi, hein, dans le jargon, les autorisations d'occupation temporaire. Ok, il y a vraiment beaucoup de questions et on est au milieu de la présentation. Je vais répondre par question maintenant, alors pour accélérer. Voilà. J'ai Cindy qui nous dit, issu de la grande distribution, je monte une franchise alimentaire. Le savoir-faire peut être une logistique performante, par exemple, ou ça n'a rien à voir. Ici, la logistique peut faire partie du savoir-faire. Je crois pouvoir dire, je vais faire l'effort de ne pas donner de nom parce que je n'ai pas le droit, mais il y a quand même des enseignes de la grande distribution qui sont défaillants en matière de logistique, notamment celles qui, de mon point de vue, sont des champions de la grande distribution versus, en matière d'hypermarché et qui ont fait des tentatives en matière de proximité. C'est comme si on passe du tennis au ping-pong, c'est pas le même sport, et qui se sont cassés la figure. Hein. Il y a des noms de réseaux qui ont disparu en moins de 2 ans, tout simplement parce que ça reposait sur une logistique qui était complètement nulle, avec parfois finalement des enseignes qui n'avaient rien d'autre à vendre que de la logistique. Donc, ce que je veux dire par cet exemple, c'est que oui, pour répondre à la question, la logistique, bien sûr, fait partie du savoir-faire. En tout cas, c'est le sens des décisions qui sont données par la jurisprudence de la Cour d'appel de Paris ou même de l'autorité de la concurrence, notamment dans les décisions Carrefour. Mais ce n'est pas toutes les enseignes qui sont performantes en matière de logistique. Ok. Bon, il y a vraiment beaucoup de questions. Je ne sais pas, Sylvain et François-Luc, est-ce qu'à un moment donné, on peut donner vos coordonnées? Voilà, ouais. On peut continuer sur quelques questions. Ouais, je pense qu'il faut continuer et puis on verra à la fin. Sachant qu'on a un autre webinaire qui démarre à 13h30 quand même. Ouais. Ok. Oui, c'est juste. Bon, ce qui est important pour la notion de savoir-faire, elle est vraiment importante à appréhender, à comprendre hein, sur ce que tu disais, François-Luc, et sur la question que tu posais, Marc. Elle est importante du point de vue du porteur de projet, c'est-à-dire du créateur de réseau, de se dire est-ce que j'ai un vrai savoir-faire, secret, substantiel, est-ce que je l'ai identifié? Donc, j'ai fait un effort de formalisation et de description de ce savoir-faire. Le savoir-faire, ça peut être de la logistique, ça peut être
des outils qui vont me permettre de commercialiser des produits, de l'accueil en point de vente, de la manière de réaliser des prestations, que ce soit des prestations de restauration, des prestations techniques quand on est dans le bâtiment. Donc tout ça, en fait, cette somme de méthodes, de process crée en fait les conditions d'un savoir-faire, et ce savoir-faire doit procurer un avantage concurrentiel. Donc du point de vue en fait du porteur de projet candidat à la franchise, le fait d'être face à une autre forme de contrat pose la question de savoir si je vais avoir des éléments suffisants pour pouvoir, moi, réussir mon projet entrepreneurial. Tu parlais très justement, François-Luc, de la cigarette électronique. Quand on est sur des marchés où il y a peu de maturité, on peut avoir des réseaux qui se lancent sur des contrats un peu dégradés et ensuite qui se musclent parce qu'ils créent un savoir-faire et donc sont capables de le mettre à disposition des suivants. Ça pose la question, quand je suis créateur d'entreprise, de ma capacité à rentrer dans un projet où il n'y a pas en fait une méthode éprouvée pour pouvoir réussir mon projet entrepreneurial. Exactement. Ça, c'est vraiment une question importante. Voilà, c'est vraiment une question importante parce qu'on peut être créateur d'entreprise, on va dire agile, et capable de rentrer dans un jeune réseau qui n'a pas un vrai contrat de franchise et un vrai savoir-faire éprouvé. Mais il y a deux choses importantes à prendre en compte. C'est petit 1, est-ce que j'en suis capable, à titre personnel? Et petit 2, est-ce que la volonté de l'enseigne et du créateur du concept et des produits est d'aller vers un niveau d'exigence plus élevé? Parce que finalement, ces contrats dégradés sans un vrai savoir-faire, sans une méthode éprouvée, peuvent convenir à certains entrepreneurs plus agiles que d'autres. Mais on sait très bien, et François-Luc, je pense que tu le confirmeras, que les réseaux de franchise de 100, 150 franchisés, c'est aussi des très bons entrepreneurs, mais des entrepreneurs un peu moins bons, un peu moins agiles, et qui ont besoin de méthodes, formation, d'assistance pour réussir. Donc, pour rentrer dans un réseau qui a des velléités d'être leader, de réussir sur son marché, de prendre le leadership, des contrats légers avec une non-affirmation du savoir-faire peut à un moment donné me contraindre et favoriser en fait des échecs de certains porteurs de projets qui ont besoin de plus de soutien pour réussir. Donc ça, c'est un point de vigilance, je pense, qu'il y a à prendre en considération. C'est de se dire à un moment donné, moi, qu'est-ce que je suis capable d'affirmer dans mon projet entrepreneurial? Qu'est-ce que je suis capable de défendre? Et qu'est-ce qu'en face, on va m'apporter pour réussir? Ok. Je me permets de vous couper parce que… Pardon. Oui, je partage évidemment tout ce que tu viens de dire. C'est mon quotidien. On a une question de Catherine qui est une question de base mais qui est importante et qui nous demande ce qu'est un DIP. Ah, le DIP, Catherine, c'est pas vraiment… Oui, non, mais c'est comme Do en solfège. Donc, le DIP, voilà. C'est l'acronyme des termes document d'information précontractuelle. C'est un document dont le contenu est défini avec précision à l'article R330-1 du Code de commerce et qui devra être remis par la tête de réseau au distributeur dans toutes les hypothèses qui sont définies à l'article L330-3 du Code de commerce. Donc, voilà ce qu'est un DIP. J'ajoute aussitôt que l'évolution du droit, plus particulièrement la réforme du droit des contrats, a introduit un article 1112-1 au Code civil qui consiste à faire obligation à tout contractant, alors rapporté à notre sujet, ce serait la tête de réseau, mais aussi le distributeur, de porter à la connaissance de l'autre toute information déterminante de son consentement. Donc, au-delà même du DIP, s'il y a des choses qui ne figurent pas dans le DIP, mais qui dans une situation particulière, méritent d'être portées à la connaissance de l'autre partie, vous avez dorénavant, depuis 2016, l'obligation de porter ces éléments à la connaissance des franchisés. Mais réciproquement, les franchisés doivent aussi porter à la connaissance de leur franchiseur des informations qui seraient déterminantes de son consentement. C'est ce qu'on appelle la bonne foi dans les relations contractuelles et même dans la formation du contrat. Donc, le DIP
avait l'apparence d'avoir le monopole des informations devant être communiquées à l'autre. Aujourd'hui, le DIP a une importance un peu plus relative parce qu'il faut voir un peu plus loin que le DIP et tenir compte de ce fameux article 1112-1 du Code civil. Ce qui est important, si je souhaite rejoindre un réseau, c'est bien comparer parce qu'en fait, ce qu'on constate, c'est que les contrats sont plutôt bien structurés maintenant sur les jeunes réseaux qui viennent sur le marché. Mais il y a encore beaucoup d'hétérogénéité sur les DIP et sur la conception que je me fais, moi, franchiseur, du DIP que je vais remettre à mes candidats. Il y a des DIP qui sont très succincts et qui respectent strictement le cadre juridique nécessaire. Et puis, il y a des DIP qui font un vrai travail de transparence et qui deviennent en fait des outils d'aide au montage de mon projet d'entrepreneur. Et ça, c'est vraiment important parce que la manière dont les enseignes et les franchiseurs conçoivent, remettent le DIP, l'expliquent aux candidats, montre aussi le niveau de maturité, d'accompagnement, d'assistance que va faire le franchiseur par la suite. Donc, c'est toujours intéressant de regarder comment m'est remis un DIP, comment le franchiseur conçoit cet acte et comment, à un moment donné, dans la phase précontractuelle, au-delà même du DIP, il va m'accompagner à monter mon projet et à prendre ma décision en toute connaissance de cause. C'est vraiment important. Oui, je suis d'accord avec toi. Je voudrais rebondir. Oui. Effectivement, le DIP, comme le contrat d'ailleurs, mais le DIP peut-être un peu plus parce que c'est le document que le partenaire verra de toute façon. Peut-être qu'il n'ira pas au contrat, mais en tout cas, il a le DIP dans un premier temps. Donc, c'est la vitrine en quelque sorte. Hein. C'est ce que tu dis, c'est la vitrine du franchiseur. Ça marque par le degré d'attention et le temps qu'on a passé à rédiger ce DIP et par les informations qu'il contient, c'est le respect qu'on marque à la personne du franchisé en lui transmettant des informations qui sont claires, qui sont exhaustives, qui sont précises, qui peuvent susciter des questionnements. Et effectivement, je te le confirme, enfin tu le savais déjà, mais il y a des grandes différences entre des DIP, je dirais, négligés et des DIP qui sont carrés, qui sont précis, où on dit des choses qui ne sont pas toujours forcément à l'avantage du franchiseur, mais on dit tout simplement ce qu'on appelle la vérité. Et c'est important de dire la vérité. Dans ce même ordre d'idées de vérité, parce que c'est ça qui m'a fait rebondir, je voudrais quand même attirer aussi l'attention des uns et des autres, des franchiseurs et des franchisés, puisque je pense qu'on a les deux qui nous écoutent aujourd'hui, sur la nécessité, dans cette recherche de vérité, de faire une étude de marché. Je dénonce quand même une certaine hypocrisie des uns et des autres. Je n'épargnerai personne, mais je le dis toujours avec le sourire. Des franchiseurs qui ne demandent pas à leurs franchisés de faire une étude de marché, alors que c'est quand même le plus important. Si on dépense de l'argent, du temps, si je veux être vendeur de cigarettes électroniques, ce serait peut-être bien quand même, avant d'acheter un fonds de commerce, de me mettre un emprunt sur le dos, de prendre des salariés, de dire à ma femme qu'on va déménager parce qu'on va aller à l'autre bout de la France pour monter quelque chose. Ce serait peut-être bien que je me remue le popotin pour aller faire une étude de marché. Et je pense que c'est la responsabilité de tout le monde de le faire. C'est la responsabilité des conseils et les avocats dedans. C'est la responsabilité des têtes de réseau, les franchiseurs ou concédants, enfin sans exception, hein, c'est les 12 contrats qu'on a vus tout à l'heure, sans aucune exception. C'est la responsabilité aussi des franchisés. Et ce que je trouve totalement hallucinant, c'est que même les banques, même les experts comptables, tout le monde, sans aucune exception, participe de cette vaste hypocrisie, puisque je crois savoir que seulement 10% des gens font une étude de marché. 3%, peut-être 3%, j'en sais rien, mais c'est complet. Et alors, moi, je discute parfois avec des franchisés. Je discutais il n'y a pas très longtemps avec une grande famille spécialisée dans la proximité en France, qui a beaucoup de points de vente.
dans la grande distrie et je leur ai dit, mais là, vous n'avez pas fait d'études. Pourquoi vous n'avez pas fait d'études? Ah, j'ai pas fait d'études parce que, excusez-moi, je connais. Je suis d'accord. Et là, votre chiffre, là, vous avez fait le chiffre qui était prévu? Ah non, pas du tout. Mais alors, vous voyez bien que vous ne connaissez pas. Bah oui, je sais bien. Bon, mais alors pourquoi vous n'avez pas fait? Bah parce qu'on pensait qu'on savait. Et alors, donc, tout ça pour vous dire que quelqu'un avec qui j'avais un échange très sympathique, hein, puisque on essayait de comprendre ce qui s'était passé, m'a dit qu'il n'a pas fait de DIP parce qu'il pensait que, eu égard à ses 25 ans dans le secteur d'activité, il n'avait pas besoin de faire une étude. Bah, en fait, même lui, il s'est trompé. Même lui, il s'est trompé. Il faut savoir faire preuve d'humilité. Je veux pas être. Il y a un petit peu côté donneur de leçons, je le sais bien, mais puis c'est pas mon rôle, puis c'est tellement pas moi de vouloir donner des leçons aux uns ou aux autres. Moi, je ne fais que rappeler la jurisprudence de la Cour de cassation qui dit le franchisé doit faire une étude de marché, qui dit aussi, jurisprudence de la Cour de cassation, que le franchiseur devrait rappeler dans le DIP justement au franchisé de faire une étude de marché. Que le franchisé, je vais même vous dire des choses qui vont vous étonner, sauf Sylvain parce qu'il connaît ça par cœur, mais il y a des franchisés, on leur fait une étude de marché, des sociétés de géomarketing qui vont sortir un chiffre d'affaires, par exemple 1 million. Et puis le franchisé se dit, ah ben non, moi c'est pas assez. Moi je veux mon emprunt. Si je dis la vérité à ma banque, si je dis que l'étude de marché qu'on m'a donnée c'est 1 million d'euros, j'aurai pas mon emprunt, je vais pas pouvoir faire le deal. Donc, je ne vais pas donner l'étude de marché ou je vais demander aimablement qu'on hausse pour telle ou telle raison le chiffre annoncé par l'étude de marché parce que l'objectif chez ce franchisé, c'est d'obtenir son crédit. Donc, si vous voulez, c'est aussi le reproche que je fais à ces franchisés qui, mais peut-être partant d'un bon sentiment d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas forcément de malice là-dedans, mais soit considèrent qu'une étude de marché, ça coûte trop cher, soit considèrent que ce n'est pas utile parce qu'ils savent, soit considèrent que quand ils l'ont fait, que ça n'est pas le score qu'ils voulaient. Et entre ces trois catégories de franchisés, on a les 97% du marché. Et le marché, c'est pas ça. Il y a aujourd'hui des grandes enseignes, je ne vais pas dire de nom parce que je ne suis pas là pour distribuer des médailles, ça n'est pas mon rôle, mais il y a des grandes enseignes qui font des études de marché, il y a des grandes enseignes qui imposent de faire des études de marché aux franchisés, c'est-à-dire que si le franchisé n'a pas fait d'études, exit, tu n'auras pas de point de vente. Il y a même des grandes enseignes qui font faire 2 études de marché, c'est-à-dire qu'ils demandent à leurs franchisés de faire une étude de marché, mais qui font elles aussi ou font elles-mêmes une étude de marché, confrontent les 2 études de marché et dans l'intérêt commun et du franchiseur et du franchisé, parce que c'est de ça dont on parle depuis tout à l'heure, c'est l'intérêt commun des deux, bah, qu'on arrive par cette approche un peu normative, un peu scientifique, grâce à l'étude de marché, à limiter la casse et à limiter les taux d'échec. Il y en a suffisamment comme ça. Et donc, quand vous me lancez sur la phase précontractuelle et sur l'attention que le franchiseur doit porter à travers le DIP, c'était ta remarque Sylvain, du respect qu'il doit marquer aux franchiseurs, et je suis à 100% d'accord avec ce que tu viens de dire, je dis aussi que le rôle du franchiseur, c'est d'attirer l'attention du franchisé sur la nécessité impérieuse de faire une étude de marché, y compris même dans les métiers qui sont apparemment faciles. Quand je monte, je ne sais pas moi, un petit commerce, donc c'est un métier facile parce qu'on a les ratios, on connaît ça, on croit qu'on connaît les chiffres, mais en réalité, l'étude permet d'y voir plus clair. Et tu sais, toute la difficulté qui est importante à prendre en considération, c'est que souvent, quand je veux devenir franchisé, je suis salarié, je suis cadre d'une société en reconversion, et en fait, je change de monde. Et le fait de changer de monde, moi, je le vois fréquemment sur les franchisés. Quand vous interrogez des franchisés qui ont fait le pas, qui ont sauté le pas de l'entrepreneuriat, ils vous disent je ne savais pas ce qui m'attendait. Et je ne savais pas en fait dans quel contexte j'allais aller. Donc, c'est pas parce que j'ai eu une très belle réussite en tant que cadre d'entreprise ou un très beau parcours en tant que salarié que je vais être un très bon entrepreneur d'une petite entreprise et d'une TPE, PME. Et ça, en fait, c'est un élément à prendre en considération, c'est que je ne suis pas dans le même monde. L'autre élément qui crée un biais, c'est que certains réseaux
de manière inconsciente ou consciente, pour se développer, vont être plus dans la séduction que dans la sélection. Et pourtant, c'est, de mon point de vue, alors là, on n'est pas uniquement sur un point de vue juridique, mais sur un point de vue qui est managérial, je ne suis pas courtisan quand je suis franchiseur. Je dois être sélectionneur d'une équipe. Je ne dois pas être dans la séduction, je dois être dans la sélection. Et je dois être capable, à un moment donné, de dire, comme tu disais, François-Luc, si tu ne fais pas une étude de marché, si tu ne vas pas sur le terrain pour chercher ton emplacement, si tu ne benchmarques pas, si tu ne mets pas en concurrence, tu n'auras pas le mental suffisant pour être un bon entrepreneur. Et ça, il faut quand même bien se le rappeler, c'est que la franchise est un système qui simplifie, c'est un système qui facilite, mais c'est un système qui ne fonctionne pas si je n'ai pas un vrai entrepreneur sur le terrain. Ça reste un moyen et ça reste un véhicule, mais ça ne fait pas et ça ne produit pas, ça ne crée pas une mentalité d'entrepreneur. Et ça, c'est vraiment important à prendre en compte, c'est que je vienne à la franchise ou que je crée une entreprise sous une autre forme ou tout seul, le mental de s'arracher, de comparer, de rationaliser, de se comporter comme un businessman, c'est-à-dire pas sur le j'aime pas, mais ce qui va se vendre, ce qui va pas se vendre. Cette mentalité-là, c'est ce qui fait réussir un projet d'entreprise. Et ça, c'est vraiment important à prendre en compte, je pense. Donc, c'est vrai que dans les étapes précontractuelles, le comportement que va avoir le porteur de projet, à un moment donné, va nous donner des certitudes de se dire il est éligible et ça fera un bon entrepreneur ou il n'y arrivera pas. Parce que il ne se fait pas accompagner pour prendre sa décision, il ne fait pas une étude de marché, il ne va pas voir sur le terrain, il n'a pas comparé différents concepts pour faire son choix éclairé en connaissance de cause, il n'a pas lu son DIP, combien lisent réellement un DIP? C'est important, il n'a pas lu attentivement son contrat. Tous ces éléments-là sont essentiels. Et ça a des conséquences fondamentales en fait sur la réussite de votre projet d'entreprise derrière. Donc, il faut le prendre en compte. Si je suis franchiseur et que je suis léger en fait dans la sélection, derrière, en fait, je vais me retrouver avec un réseau qui est moyen et qui ne me permet pas d'exprimer tout mon potentiel. Et si, en tant que porteur de projet, je suis un peu négligent et je ne regarde pas, je ne me renseigne pas, je ne compare pas, à un moment donné, j'accrois les risques de me planter. Ok. Je me propose, merci Sylvain, je me propose de vous soumettre quelques questions. Une petite parenthèse, côté CCI Lyon Métropole, on est tout à fait d'accord sur la notion d'étude de marché qui est primordiale. On n'envisagerait pas de, construire une maison sans faire appel à un architecte ou avec des plans. Et d'ailleurs, on a eu hier un excellent webinaire sur ce thème de l'étude de marché et de l'implantation que les gens pourront revoir en replay. J'ai une question d'Étienne qui nous dit, est-ce qu'un contrat peut changer selon l'évolution de la structuration d'un réseau? À quel moment ce changement de contrat intervient-il? Alors, oui, la réponse est oui. On l'a vu avec le tableau de tout à l'heure que chaque contrat répond à des caractéristiques. Il suffirait que, en cours de vie de réseau, on décide de faire les choses différemment. On décide, par exemple, de faire bénéficier des gens qui n'avaient pas de savoir-faire d'un savoir-faire. Eh bien, on va transformer un contrat qui serait, par exemple, un contrat de partenariat en contrat de franchise. C'est exactement ce que j'ai fait d'ailleurs dans certains réseaux de cigarettes électroniques qui étaient nés il y a quasiment 10 ans sans rien, sans savoir-faire. Donc, on avait un petit contrat de partenariat, mais qui ont appris beaucoup, qui ont fait une Bible du savoir-faire et qui aujourd'hui proposent des contrats de franchise. Donc, oui. Mais il faut, pour répondre précisément à la question, il faut que les conditions du nouveau contrat soient évidemment remplies et que la tête de réseau soit dans l'envie de vouloir passer le cap. Parce que dans l'exemple que je viens de donner, on pourrait très bien imaginer que celui qui pourrait devenir franchiseur décide néanmoins de rester dans l'immobilisme et de conserver ses contrats de partenariat. Pourquoi pas? Ok, merci. J'ai une remarque d'Audrey qui me dit, dans le domaine de l'immobilier, la plupart des DIP que j'ai reçus
relatent des données datant de 5 à 10 ans. Moi, ma remarque, c'est à ce moment-là, est-ce qu'il faut fuir? Alors, Audrey, je pense que vous n'avez pas eu le bon DIP parce que, effectivement, quand il y a un trop grand écart entre la date de remise 2020, si je ne m'abuse, et la date de référence des données que contient le DIP, ça colle pas. Je mets un bémol immédiatement à ce que je viens de dire, c'est que lorsqu'il s'agit de sources type INSEE ou assimilées, l'INSEE n'a jamais les données contemporaines de l'année à laquelle le DIP est remis. Aujourd'hui, un DIP ne peut pas contenir des données de 2020 parce que l'INSEE aura, selon les statistiques, du 2019, 2018, peut-être même du 2017 ou du 2016. Il suffit d'ailleurs d'aller sur sur le site de l'INSEE pour le savoir. Donc parfois le juge se méprend sur ce point précis. Bon, après il y a la question de l'obsolescence des données, c'est-à-dire que c'est pas parce que non plus une donnée est très ancienne qu'elle a forcément beaucoup évolué. Donc ça veut simplement dire que le DIP n'a pas été revisité depuis un moment. Et c'est vrai que c'est un mauvais signal, un signe de négligence. Maintenant, de là à dire que ça a prêté à confusion, il faut rentrer dans le détail pour le savoir. Ok. J'ai une salve de questions sur l'étude de marché. Étienne nous demande l'étude de marché ne peut-elle pas être réalisée par la tête de réseau qui a fait le choix de se développer? Non. Cindy nous pose la même question. Voilà. Donc ça, c'est une question qu'on a très fréquemment en entretien avec des candidats franchisés. Oui. Alors, double réponse. Il y a la réponse de la Cour de cassation et il y a ma réponse. La réponse de la Cour de cassation, c'est non. Il y a plein de décisions de la Cour de cassation qui clairement désignent le franchisé comme étant le seul à devoir faire une étude de marché. Alors, un petit rétropédalage. Dans les éléments que contient le DIP, nous avons un état général du marché, EGM, et un état local du marché, ELM. Ces deux états sont visés, alors c'est ce qu'on appelle les états réglementaires, puisqu'ils sont visés dans la liste, la longue liste de l'article R331 du Code de commerce. Ça, c'est aux franchiseurs de les faire. Mais l'étude de marché, c'est-à-dire le document d'analyse du marché qui va confronter l'offre, la demande et déterminer en conclusion un chiffre d'affaires prévisionnel, cette étude de marché, elle incombe, dixit la Cour de cassation, aux franchisés, à tous les franchisés et rien qu'aux franchisés. Ça, c'est la réponse de la Cour de cassation. Ma réponse à moi, c'est que si on veut être un commerçant indépendant, un franchisé, c'est un commerçant indépendant, on ne peut pas ne pas faire d'études de marché. Enfin, moi, je me lancerais dans un commerce, je vérifierais 15 fois où je mets les pieds. Je ferai faire mon étude à moi, et puis je demanderai peut-être même à 3 instituts différents de faire une étude de marché pour que je minimise mes chances d'échec. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et puis, autre argument, si j'étais franchisé, je pourrais éventuellement me méfier de l'avis du franchiseur, qui pourrait être enclin, c'est pas tous les franchiseurs, mais enfin, ils sont pas tous parfaits, les franchiseurs, de même que les franchisés d'ailleurs, qui pourraient être enclins à modifier les conclusions de cette étude. Donc, à tout point de vue, que ce soit juridique, sociologique ou même de bon sens, je pense que c'est au franchisé de faire sa propre étude de marché. Et puis, j'ai presque envie de dire, d'un point de vue un peu humoristique, si le franchisé ne fait pas l'étude de marché, mais alors qu'est-ce qu'il va faire, le franchisé? Il fait quoi alors? Il fait quoi? Il donne son argent et puis on va investir à sa place en fonction des études dont il n'est pas responsable. Mais alors, il est responsable de quoi, le franchisé? Non, le franchisé doit faire son étude, le franchisé doit se prendre par la main, le franchisé doit se responsabiliser et choisir le bon franchiseur, la bonne zone, le bon métier, le bon investissement et se donner les moyens de réussir. Et on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est important parce que en fait, la franchise, c'est parfois des très très belles réussites de franchisés qui ont vers 1, 2, 3, 5, 10 points de vente et qui sont des réussites vraiment formidables, exceptionnelles. Et on voit souvent que c'est des personnes qui ont pris le projet à bras le corps, quoi.
Et après, malheureusement, on voit des échecs sur le terrain qui font mal au cœur parce que vous avez des personnes qui ont pas bien lu leur contrat, qui n'ont pas bien appréhendé leur projet et qui, en période économique hors contexte de crise, avaient un apport suffisant sur un concept un peu établi, donc ont obtenu leur financement, ont trouvé un local et se sont lancés, mais ne se sont pas lancés pleinement. Et quand ils vous disent si c'était à refaire, j'aurais dû peut-être plus faire attention, mieux préparer mon projet, etc. Là, les prêts sont là, les échéances sont là, le bail est signé, il faut faire tourner la boutique et c'est pas ce que j'attendais. Et ça, en fait, cette décision-là, elle est importante quand vous vous engagez en tant que franchisé, vous vous engagez pour 7 ans, 9 ans. En moyenne, c'est 12 ans la relation franchiseur-franchisé, donc vous y restez longtemps. Et c'est pas une décision qui se prend à la légère, c'est une décision qui demande d'étudier attentivement, de lire attentivement le contrat qu'on vous propose, de lire attentivement le DIP qu'on vous propose, d'aller voir plusieurs enseignes. Vous avez le droit de recevoir plusieurs DIP, vous avez le droit de faire des études de marché et de garder un adage en tête. Si j'ai un doute, je n'y vais pas. Parce que c'est beaucoup trop engageant pour votre vie professionnelle, pour votre vie personnelle. L'échec entrepreneurial derrière, pour rebondir, c'est pas simple, quoi. Donc, vous devez prendre le temps de bien réfléchir à votre projet avant de vous lancer. On t'entend plus, Marc. Ah, c'est pas grave, je crois qu'on a atteint le rein parti, non? Non, mais s'il y a d'autres questions, on peut. Enfin, Ouais. moi, je suis partant là. On a notre speaker qui a une panne de micro. Alors, s'il n'y a pas de son, ça va être difficile pour les questions, par contre. Ça va être difficile. Non, mais de mémoire, on avait jusqu'à 12h30. Donc, je pense que on a fait le tour et on n'a plus accès aux questions. Donc, voilà. T'es OK avec ça? Ouais, super. OK. Bon, super. Merci. Bon, en tout cas, merci à voilà. tous. Merci François-Luc, merci Marc, merci à tous pour votre attention. Comme l'a dit Marc, le webinaire sera disponible en fait en vidéo et vous recevrez, comme vous avez participé, le support de présentation qui était un peu plus détaillé. Donc, il y aura des questions, mais on les a abordées de manière déstructurée et puis on a rebondi en fonction de vos interrogations. Donc, j'espère que tout ça vous aura été utile. Et puis, entreprenez si vous avez la motivation, l'envie, avec vigilance et en vous engageant dans un projet en toute connaissance de cause. Voilà. Merci à tous. Merci à tous.